Le colonel Assimi Goïta, président de la transition, a officiellement lancé la phase nationale du dialogue intermalien. La cérémonie d'ouverture a eu lieu ce matin au Centre international de conférence de Bamako. La phase nationale se tiendra jusqu'au 10 mai. La Mauritanie dénonce des tensions à la frontière avec le Mali et procède à un exercice militaire. Les explications dans ce journal. Ce lundi, les Tchadiens étaient appelés aux urnes pour élire leur président de la République. Un duel inédit entre Mahamat Idriss Déby Itno et son premier ministre, Succès Masra. C'est parti pour une nouvelle semaine fructueuse, je l'espère. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Ce lundi 6 mai a débuté la phase nationale du dialogue intermalien. Elle prendra fin le vendredi 10 mai prochain avec des recommandations et résolutions qui seront remises au président de la transition, Paul Yapinguesson. Le dialogue intermalien vise avant tout la paix et la réconciliation nationale, cherchant à restaurer la cohésion en s'attaquant aux causes profondes des crises. Dans la dynamique patriotique et salvatrice ainsi enclenchée, et fort de l'espérance reçue des assises nationales de la refondation et d'autres rencontres importantes, nous avons décidé que les Maliens se retrouvent entre eux, sans intermédiaire, pour dessiner une nouvelle architecture de la paix et de la réconciliation nationale. Dans une vision d'inclusivité, plusieurs personnes ressources ont été associées au comité thématique. Un représentant de chacune des institutions de la République, un représentant par autorité administrative indépendante, 4 représentants des centrales syndicales de travailleurs, un représentant du patronat et une forte représentation des universités. À travers les discussions inclusives, les participants sont appelés à identifier des mécanismes de résolution des conflits et à surmonter les obstacles à la paix, notamment en abordant des questions cruciales comme la sécurité et la restructuration politique. Le bon sens de l'ensemble des délégués, leur connaissance du vécu quotidien de leurs concitoyens, des réalités endogènes de nos terroirs les guideront à prendre les recommandations les plus pertinentes, les résolutions les plus significatives, en lien avec notre objectif global et nos objectifs spécifiques, dans le sens de la construction d'une paix durable et d'une réconciliation nationale forte. Alors que le Mali s'engage dans cette phase nationale du dialogue intermalien, les attentes sont élevées, mais les défis demeurent nombreux. La capacité des parties prenantes à surmonter les divergences politiques et à œuvrer collectivement pour la paix et la réconciliation sera déterminante pour l'avenir du pays. Nos compatriotes n'avaient qu'une seule préoccupation, se parler en toute franchise et proposer des solutions pour sortir définitivement de la crise et recoudre le tissu social et renforcer le vivre ensemble. Le début de la phase nationale du dialogue intermalien est un moment crucial pour le pays, confronté à de nombreux défis. Cet événement revêt une importance particulière pour la construction d'un avenir pacifique et stable pour le Mali. ITV. Le dialogue a privilégié les discussions sur les thématiques concrètes ayant un lien direct avec tous les aspects de la vie socio-économique et culturelle des Maliens, à savoir la paix, la réconciliation nationale et la cohésion sociale, les questions politiques et institutionnelles, l'économie et le développement durable, les aspects sécuritaires et de défense du territoire, la géopolitique et l'environnement. Initialement axé sur la paix, la sécurité et la réconciliation nationale, ce dialogue est essentiel pour aborder les problèmes profonds qui ont alimenté les crises dans le pays. Les discussions doivent être inclusives et transparentes, permettant à tous les acteurs de participer à la recherche de solutions durables. La conférence du sommet de l'Organisation de la coopération islamique s'est tenue les 4 et 5 mai à Banjul, en Gambie. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, y a porté la voix du Mali. Aminata Keïta. Redoubler d'efforts pour mettre fin au génocide et aux crimes de guerre d'Israël, tel est le cri de cœur des 57 États membres de l'Organisation de la coopération islamique conviés aux travaux de la 15e conférence du sommet en Gambie. L'Organisation de la coopération islamique, fondée en 1969 sur les cendres de la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem, vise à protéger et sauvegarder les intérêts du monde musulman et soutenir le combat des Palestiniens, ainsi que la défense des lieux saints musulmans.
Ce 15e sommet est placé sous le thème « Promouvoir l'unité et la solidarité à travers le dialogue pour le développement durable » est présidé par le président gambien Adama Barrow avec la participation de quelques chefs d'État et de nombreuses personnalités, dont le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, le président mauritanien Mohamed Ould Ghazouani, président en exercice de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, le prince Faisal bin Farhan bin Abdullah, ministre saoudien des Affaires étrangères, le président du groupe de la Banque islamique de développement, entre autres. L'immense majorité des présidents des 57 pays membres se sont fait représenter. Dans une résolution adoptée à l'issue du sommet, l'organisation dénonce un génocide à Gaza et appelle ses 57 pays membres à imposer des sanctions à Israël. La résolution demande à ses membres d'exercer des pressions diplomatiques, politiques et juridiques et de prendre des sanctions à tous les niveaux économiques, sportifs, culturels et internationaux contre Israël. L'OCI appelle également à un cessez-le-feu immédiat, permanent et inconditionnel. L'organisation appelle également à stopper l'exportation des armes et des munitions utilisées par son armée pour perpétrer le crime de génocide à Gaza. Au nom du Mali, le ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop a insisté sur le fait que la création de l'Alliance des États du Sahel est une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle en vue notamment de lutter plus efficacement contre les groupes terroristes et a réaffirmé que le Mali condamne les violences indiscriminées de la puissance occupante israélienne et réitère la position du Mali qui est la solution à 2 États permettant la création d'un État palestinien indépendant avec Al-Qod al-Sharif comme capitale. Le prochain sommet de l'organisation se tiendra à Bakou en République d'Azerbaïdjan en 2026. Parlons justice et en bref, accusé d'atteinte au crédit de l'État, l'économiste Etienne Fakaba Sissoko a comparé aujourd'hui devant le procureur du pôle national de lutte contre la cybercriminalité. Le délibéré de la demande de mise en liberté provisoire que ses avocats avaient formulée et le jugement de fond du dossier est renvoyé au 20 mai prochain. La Mauritanie dénonce à nouveau des tensions à la frontière malienne. Par la voix de son porte-parole, le gouvernement mauritanien précise que son armée défendra ses citoyens en dehors et à l'intérieur du pays. Les commentaires de Soumaïla Fali. Jeudi 2 mai dernier, le porte-parole du gouvernement mauritanien a déclaré que la frontière avec le Mali est instable et connaît, je cite, de nombreux mouvements entre les groupes armés et l'armée malienne. Il a précisé que l'armée mauritanienne défendra ses citoyens en dehors comme à l'intérieur de la Mauritanie. Fin de citation. Il y a un peu plus de 2 semaines, la Mauritanie avait accusé l'armée malienne d'avoir commis des exactions sur des civils mauritaniens à la frontière entre les 2 pays. Pour calmer la tension, une délégation de haut niveau dirigée par les ministres Abdoulaye Diop et le colonel Sadio Kamara s'était rendue en Mauritanie. De son côté, Nouakchott a dépêché à Bamako son ministre de la Défense, porteur d'un message du président El Ghazouani pour trouver des solutions, au cours de laquelle celui-ci avait précisé, je cite, que la préservation et le renforcement des liens entre les 2 pays est une responsabilité collective. Fin de citation. Dans la même période, le chef de la diplomatie mauritanienne avait convoqué l'ambassadeur malien à Nouakchott pour, dit-il, protester contre les attaques répétées contre des citoyens mauritaniens innocents et sans défense à l'intérieur du territoire malien. Dans un communiqué, il a dit, je cite, « Cette situation inacceptable perdure malgré les avertissements que notre pays a lancés à l'occasion d'incidents similaires fondés sur le principe du maintien du bon voisinage et des relations étroites entre les peuples mauritaniens et maliens et des intérêts communs entre les 2 pays. » Fin de citation. Le 6 avril dernier, des combattants du CSP avaient pour plan de s'en prendre en Nara à la frontière mauritanienne au Fama avant qu'un affrontement n'éclate entre eux et le Jenin. Selon plusieurs experts, les hommes du CSP seraient venus de la Mauritanie. Selon des sources officielles, les ministres de l'Intérieur et de la Défense mauritaniens ont effectué une visite de 72 heures à Néma dans la région de Ould El Garji vers la frontière est avec le Mali. Une tournée qui vise également à s'informer sur le terrain de la situation des populations et des efforts consentis. Selon toujours des sources officielles, hier dimanche, l'armée mauritanienne a procédé à une démonstration de force le long de sa frontière avec le Mali. Sur un tout autre plan, le groupe La Paire a ouvert sa 9e boutique à Kalabankoro-Tchébani. L'objectif est de mieux se rapprocher de sa clientèle un peu partout à Bamako. C'est Toumani Koulibaly.
C'est à Kalabankoro Tchébani que l'opticien Lapère vient d'ouvrir sa nouvelle agence, la 9e déjà à Bamako. Une stratégie d'implantation qui vise, selon les responsables, à mieux se rapprocher de sa clientèle afin de leur offrir un meilleur service. Très heureux aujourd'hui d'annoncer à la population de Kalabankoro, Kabala, particulièrement de Tchébani, que nous ouvrons aujourd'hui notre 9e boutique à Tchébani, ici, au plus près des populations de Tchébani. Les lunettes de vie sont chères. Les spécialistes de la vie sont difficilement accessibles. Nous, notre objectif, c'est de se rapprocher aux populations pour les rendre accessibles ces accessoires de vie, les spécialistes de la vie, pour les ramener au plus près d'eux, pour qu'enfin toute la population puisse profiter de ces spécialistes-là, des accessoires de vie au plus près d'eux, sans pouvoir pour autant se déplacer, aller les chercher ailleurs. Juste quelques minutes après l'inauguration, est déjà au travail. M. Zambabé Doumbia, un des opticiens de l'agence, a donné une première consultation. Ici, d'abord, nous commençons par demander le nom du patient, c'est-à-dire son nom, son antécédent santé, c'est-à-dire si le client est un ancien porteur de lunettes ou s'il il a l'habitude de faire les dépistages oculaires. Dans le cas contraire, si le client est nouveau, voilà, ça nous permet directement de savoir à quoi c'est ce qui nous attend. Dans la mesure où le client est un ancien porteur, nous avons un appareil qui nous permet de faire le diagnostic. Voilà, donc on commence d'abord à diagnostiquer le problème oculaire qui nous seront en face. Voilà, donc après avoir diagnostiqué, voilà, donc on passe maintenant à l'étape suivante, ça c'est faire la réfraction manuelle. Nous amenons l'ACE à Tchébani pour une consultation gratuite dans le but pour que tout le monde ait la consultation à Tchébani, que tu sois riche, pauvre ou bien de classe moyenne, tu auras l'accès à une consultation. Et l'objectif, en fait, c'est de faire des actions, d'informer les populations, de sensibiliser la population par rapport à l'avantage d'une consultation oculaire. Démocratiser l'accès aux lunettes de vue en Afrique, telle est l'ambition de l'agence. Depuis 2018, à en croire les responsables, Lapère a testé la vue de plus de 300 000 personnes dans 6 pays d'Afrique. Après cette inauguration, l'agence propose aux habitants de la zone de se faire consulter en toute sûreté et gratuitement. Des verres de simple foyer ou unifocaux, des verres progressifs, ainsi que celles photochromiques, pour ne citer que cela, sont les lunettes proposées par l'agence. Les Tchadiens ont voté ce lundi pour mettre fin à 3 ans de transition dans une présidentielle qui se résume à un duel inédit entre le président de la transition du pays, le général Mahamat Idriss Déby Itno, et son premier ministre Succès Masra, ex-opposant rallié à son régime. Djanaba Samaki. L'élection présidentielle au Tchad a débuté ce dimanche avec le vote anticipé des militaires. Le scrutin pour les civils a eu lieu ce lundi. Ainsi, plus de 8 millions de Tchadiens étaient appelés aux urnes pour une élection présidentielle permettant de mettre un terme à la période transitoire entamée au lendemain de la mort du président Idriss Déby Itno, tué lors des combats avec des rebelles en avril 2021. 2 candidats se détachent, le président de la transition, le général Mahamat Idriss Déby Itno, et son premier ministre Succès Masra. Ancien opposant arrêté à plusieurs reprises par le régime de Déby, Succès Masra a été nommé premier ministre en décembre dernier à la faveur d'un accord négocié avec le pouvoir. Il promet d'instaurer l'état de droit. Ce matin, après avoir voté, Succès Masra a lancé un message. Je voudrais inviter chaque Tchadien et chaque Tchadienne à sortir. Tous ceux qui ont montré qu'ils veulent un changement massif, de sortir massivement et d'aller voter massivement de façon pacifique. Le général Déby, lui, entouré de nombreux bérets rouges lourdement armés, était inaccessible pour les journalistes, hors la presse d'État. Cependant, sa page Facebook assure qu'il a proclamé après avoir voté son engagement pour un retour à l'ordre constitutionnel. Déby et Masra, âgés de 40 ans, se sont dit chacun convaincus d'être élus dès le premier tour. Outre Mahamat Idriss Déby et le premier ministre Succès Masra, l'ancien chef du gouvernement, Albert Pahimi Padaké et 7 autres candidats sont en lice. Les bureaux de vote disséminés dans les pays ont ouvert à 6 h et fermé à 17 h. C'est du jamais vu. Nous voulons vraiment, les Tchadiens aspirent à un changement.
Et nous sommes sortis massivement pour faire valoir nos voix, voilà, pour que ce changement soit vraiment une vérité et une réalité. C'est ce que nous voulons, tous les Tchadiens veulent. Déjà, on sait que la personne qui va remporter, là, on connaît, ça se voit publiquement même. Et après, maintenant, ils vont dire, ah, la personne là n'a pas gagné. Ils vont maintenant donner maintenant à une autre personne qui ne sait même pas gérer le pays. Et cela va nous dégoûter. Nous ne mangeons pas à notre faim. C'est vraiment lamentable. On ne peut pas encore donner une dernière chance à ce régime en place. Ils nous ont beaucoup menti. Ils ont beaucoup menti à ce peuple. Votez, nous, on va vous donner de l'électricité. Votez, nous, on va vous faire des goudrons. Votez, nous, on va donner à manger. Ils ont tout dit, mais rien de bon. Et ce dernier temps, nous sommes fatigués. C'est pour ma première fois de voter avec la tranquillité, Cette fois-ci, je vois cette élection est libre et transparente. Je suis vraiment à l'aise. Le Tchad fait partie des pays ouest-africains qui ont connu des coups d'État au cours des 4 dernières années. Des résultats provisoires sont attendus d'ici le 21 mai et les résultats définitifs début juin. Un second tour sera organisé le 22 juin si aucun des candidats n'obtient plus de 50% des suffrages. Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir et à demain.